Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Léonard Paris. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce lieu, c'est tout à la fois un lieu de travail pour les innovateurs de Vinci, le groupe que vous connaissez tous et qui s'est lancé dans l'élaboration, pas seulement d'un lieu, mais aussi et surtout de nombreux programmes d'innovation ouverte qui se jouent ici, sous cette verrière et dans ces facilités de Léonard. Un lieu de travail, un lieu d'accélération pour des projets innovants en construction, mobilité, énergie, qui sont les domaines dans lesquels intervient le plus volontiers le groupe. Et puis c'est aussi un lieu de rencontre, puisque nous organisons, et je me charge notamment de concevoir une programmation très dense d'événements qui traitent tous du futur des villes, des territoires, des infrastructures, et du futur ou des futurs des métiers précisément de Vinci que j'évoquais à l'instant. Alors vous avez trouvé sur vos sièges un petit flyer sur lequel vous pourrez retrouver d'ailleurs la programmation des deux cycles que nous animons en ce moment. L'un consacré au futur du travail et l'autre dont nous avons donné le coup d'envoi lundi dernier avec Cynthia Fleury, consacré à la transition environnementale des villes, des territoires et de leur métier. Donc j'espère vous y retrouver. Pour ce soir, on aborde une thématique qui est un peu décalée par rapport à, en apparence en tout cas, et on le verra tout à l'heure, par rapport à nos métiers de constructeurs, d'organisateurs ou de constructeurs d'infrastructures de mobilité ou d'infrastructures énergétiques. La question de la disruption et de la transformation soudaine, radicale, de chaînes de valeur telles qu'elles se sont matérialisées au cours des, mettons, 15 dernières années et à la faveur, bien évidemment, de la révolution numérique qui a été le grand agent de la transformation précisément de ces chaînes de valeur. Alors on peut se demander pourquoi un groupe de construction qui, lui, est bien enraciné en quelque sorte, avec des capex très élevés, des techniques extrêmement avancées, centenaires pour certaines, s'intéresse justement à ces transitions. Et voilà. Alors, il est bien évident que la révolution numérique et de nombreux exemples qui vont être développés aujourd'hui, ce soir, vont nous le montrer, ne se sont pas contentés de bousculer des chaînes de valeur dans les marchés de services, dans les marchés de l'information, dans l'informatique, et tous ces sujets-là sont évidemment bien connus, ne se sont pas arrêtés non plus aux mobilités pour la superstructure et pour les services, par exemple, de mobilité que vous connaissez tous, ou encore au tourisme. Mais cette révolution numérique, elle est bien présente dans la diversité de nos métiers et elle peut avoir des impacts justement de reconfiguration, de transformation de cette chaîne de valeur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous y sommes si attentifs. L'occasion qui nous est donnée de nous rencontrer, de nous réunir ce soir, c'est la publication aujourd'hui d'une étude, d'un panorama qu'on appelle Emerging Trends. C'est une série de documents qu'on a publiés, c'est le 4e qui paraît aujourd'hui, sur des thématiques assez variées, assez proches de nos métiers le plus souvent. On a travaillé sur la résilience climatique des villes et des infrastructures. On a travaillé sur l'impact du véhicule autonome, sur la façon dont on conçoit et dont on opère précisément ces infrastructures de mobilité. On a travaillé sur l'intelligence artificielle et là encore l'impact, l'effet transformateur qu'elle aura sur nos métiers. Et ce soir, on va essayer de décortiquer les mécaniques de la disruption et de la transformation de ces chaînes de valeur. Alors ça va se passer, on est ensemble un peu plus d'une heure, 1h30 disons. On va commencer par donner la parole à Nicolas Cabane, qui est analyste chez Faber-Novel, le partenaire qui nous a aidés à concevoir cette étude, à la mettre sur pied. Je le remercie de venir me rejoindre dès maintenant pour venir vous la présenter. Et sa présentation sera suivie d'un petit temps d'échange qui sera animé par Stéphane Distinguin, qui est à côté, qui est le président de Faber-Novel, et qui réunira Pierre Guillamant, qui est directeur de l'innovation d'Ariane Group. Voilà, on va voir si Ariane Group est susceptible d'être
bousculé, sinon disrupté précisément par les nouveaux entrants de ces marchés, et qui réunira également donc Julien Villalongue, qui est directeur de Léonard, et qui lui apportera précisément le point de vue des constructeurs dans cette affaire. Voilà, je vous laisse la parole à tous, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Il faut parler assez loin du micro. Donc aujourd'hui, on va parler de disruption. C'est une étude sur laquelle j'ai contribué. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, à lever la main afin que ça soit plus interactif. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Ça va se passer en 2 parties à peu près. Il y a une première partie où on va regarder un petit peu synthétiquement ce qu'il faut retenir et savoir sur ce phénomène. Et dans un second temps, qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs en place. Et on s'est essayé un framework de réflexion pour essayer de mieux s'en prémunir ou en tout cas d'en limiter les effets néfastes. Donc tout d'abord, sur la première partie, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de ce terme qu'on entend beaucoup ? Tout d'abord, aujourd'hui, c'est effectivement un buzzword. La disruption, on en parle à tout va. Vous le voyez écrit pour tout un tas de thématiques. On parle de disruption à la fois dans les secteurs technologiques, mais aussi politiques. C'est un mot qui en perd presque son sens, tellement il est utilisé dans des acceptions différentes. Alors avec ce mot-là, il y a aussi tout un tas d'autres mots, comme vous pouvez voir, sur l'ubérisation, la désintermédiation, la commoditisation. Ce pas des mots qui sont généralement très sympathiques quand on les accole à votre business, mais ils ont à peu près tous cette signification qui n'est pas très engageante pour les acteurs en place. La disruption aujourd'hui, tout le monde en a peur. En tout cas, c'est une crainte qui est de plus en plus partagée par les chefs d'entreprise et à travers toutes les industries. Il y a des grandes disruptions qui ont marqué les esprits, qui ont été visibles pour la population, celle de Uber, celle de Airbnb, celle de Tesla. C'est des choses dont on voit les conséquences dans la rue, dans sa vie quotidienne. C'est quelque chose qui est perçu comme quelque chose un peu d'imprédictible, brutal, à la manière des invasions barbares. En 2015, il y a l'accélérateur The Family qui avait appelé son cycle de conférences « Les barbares nous attaquent ». Donc c'est un petit peu cette idée-là d'une foule de nouveaux acteurs qu'on ne connaît pas très bien, qui viennent avec des intentions assez hostiles et qui vont provoquer notre perte sans trop qu'on sache pourquoi et de manière assez rapide. C'est un petit peu les idées qu'on a quand on évoque la disruption ou quand on en discute avec les acteurs en place. Alors évidemment, il y a une chose qui a facilité l'émergence de ce mot-là, pourquoi on en parle aujourd'hui et on en parlait moins avant, c'est la révolution numérique. La révolution numérique, elle a abaissé les barrières sur tout un tas de marchés qui ont permis à la concurrence de sauter plus facilement et de concurrencer les acteurs traditionnels. Aujourd'hui, vous avez quasiment un coût de distribution de votre offre qui est proche de 0. On peut s'appeler Revolut et proposer des services financiers sans avoir aucune agence et de le faire quasiment gratuitement. L'accès aux capitaux est de plus en plus facile, même sans être bénéficiaire. On peut penser à Uber qui a levé 25 milliards de dollars sans engranger le moindre bénéfice consolidé. Et ce n'est pas la seule entreprise technologique qui arrive à lever des sommes aussi conséquentes et de continuer sans avoir réellement prouvé sa valeur à long terme. On peut aussi jouer de plus en plus avec la réglementation. On a vu Paris envahi par des trottinettes électriques avant même qu'on essaie de trouver une solution sur comment légiférer. Donc on a des acteurs qui osent de plus en plus. J'ai une idée, je la lance et on verra après pour les conséquences. Et enfin, il y a ces barrières psychologiques de je reste sur mon marché, c'est pas mon activité, qui s'évaporent progressivement. On a des acteurs comme Citymapper qui lancent leurs propres services de transport, qui vont concurrencer le métro londonien sur la vente de tickets également. Donc c'est pas juste une application où on va pouvoir voir ses trajets, mais c'est devenu un réel acteur de la mobilité. Toutes ces choses-là font qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui vont d'un marché à un autre, qui s'essayent à d'autres activités. Donc on l'a vu, la disruption, ce n'est pas juste une tendance ou quelque chose de passager, c'est vraiment quelque chose qui va s'enraciner et on va en parler de plus en plus. Et ça touche à peu près toutes les industries. Les cycles d'innovation s'accélèrent, ce qui fait que la durée de vie des entreprises en place diminue. Là, on a un graphe qui montre la durée de vie moyenne des 500 plus grandes entreprises américaines. On voit que depuis 2010-2015, elle est régulièrement en train de baisser, donc c'est de plus en plus difficile de garder sa place, de faire face aux nouveaux arrivants, et c'est principalement pour ça qu'on en parle de plus en plus de disruption, et donc il y a des vainqueurs et des perdants.
Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si on remonte à la genèse du mot, on va regarder à l'étymologie, c'est un mot qui existe dans la langue française, donc c'est une disruption, il y a vraiment cette idée de fracture, de rupture, ça vient du latin rompere, la fracture, donc on a bien une idée de cassure. Et en anglais, ça veut dire quelque chose aussi, avant d'être repris dans les cercles business, c'est l'idée qu'un système marche, que la marche normale d'un système va être perturbée par un événement extérieur et que ça va casser la manière dont ça fonctionnait. Donc c'est un petit peu cette idée qui est intéressante à garder dans la disruption, c'est qu'on a un ordre établi qui fonctionne avec des règles, et puis on a quelque chose, un peu un événement perturbateur, qui va casser cet ordre-là et qui va rebattre un peu les cartes. Il y a deux théoriciens qui sont importants à avoir en tête quand on parle de disruption. Le premier, c'est Jean-Marie Dru, qui est le fondateur de TBWA. C'est lui qui a un peu théorisé le concept. Il l'a théorisé comme une méthodologie tournée vers l'innovation. Donc c'était une méthodologie en 3 étapes. C'était trouver les conventions culturelles sur un marché, trouver une stratégie disruptive et définir une vision cible. L'idée, c'était vraiment de dégager de nouvelles idées et de se battre un petit peu avec les conventions établies, les idées reçues qu'on pouvait avoir, les choses qu'on ne pouvait pas changer. Donc il y a un peu toujours cette idée de cassure, de rupture, d'apporter du neuf sur de l'ancien. Donc c'était vraiment une méthodologie, mais bon, axée sur l'innovation en termes d'idées. Ça pouvait être plutôt de la communication dans ce que pouvait faire très bien TBWA. L'homme que vous devez sûrement connaître pour la disruption, c'est Clayton Christensen. C'est surtout lui qui a réellement fait acquérir à ce mot-là une renommée internationale. C'est lui qui en a été le théoricien et il a défini pour lui qu'est-ce que c'était la disruption. Et donc c'était un process par lequel un produit ou un service arrive un peu en bas du marché, donc sur les segments les moins profitables, et arrive à percer par ce segment le moins profitable pour remonter progressivement sur la chaîne de valeur et à chaque étape déloger les concurrents ou en tout cas les personnes qui étaient présentes sur cette chaîne de valeur. Donc on a bien une trajectoire, on arrive du bas pour aller vers le haut. Et bon, l'idée aujourd'hui, c'est pas de regarder en détail la théorie de Clayton Christensen. Elle a été débattue des milliers de fois à travers le monde avec tout un tas d'acteurs. L'idée, c'est d'en retenir les grands éléments structurants, c'est des clients dont les besoins sont mal adressés. Ils sont mal adressés parce qu'ils sont moins rentables que d'autres secteurs de clients. Et donc l'idée, c'est que quand on est un acteur en place, on va privilégier un peu les vaches à lait, ou en tout cas les clients fidèles, et les autres, on va faire moins d'efforts. Il y a une personne qui va saisir cette occasion, qui va dire moi en fait je peux proposer une meilleure proposition de valeur pour ce segment-là, et je vais commencer par le bas du marché, ce que Christensen appelle le low-end market, et progressivement en fait, une fois qu'on maîtrise bien ce segment-là, on va monter en gamme. Donc là, on a l'exemple des mini-aciéries qui, progressivement, donc, ont commencé à faire des barres d'armature. Après, elles arrivaient bien à le faire. Bon, c'était peu de marge, mais ça permet après de s'essayer un petit peu sur le marché. Après, on fait des charnières, des armatures un petit peu plus complexes, puis des structures en métal et enfin des plaques de métal. À chaque fois qu'un disrupteur arrive sur un nouveau segment, il se passe quelque chose, il se passe que les acteurs en place battent en retraite. En fait, ils se disent, en fait, ce secteur-là n'a jamais été très rentable, je vais leur laisser, et moi, je vais me concentrer sur les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Et donc, progressivement, ils perdent du terrain, et à la fin, il ne leur reste plus rien. Ça, c'était un petit peu la théorie de Christensen. C'est une théorie, et elle est souvent mal comprise, ou en tout cas, elle a des problèmes quand on essaye de l'appliquer dans la vraie vie. Un des exemples les plus connus, c'est qu'en 2007, Christensen avait dit que l'iPhone, c'était juste une innovation incrémentale par rapport à un Nokia, que c'était pas vraiment une disruption, et du coup, les possibilités de succès étaient limitées. L'histoire a donné plutôt raison à l'iPhone. Il a dit la même chose pour les MOOC, il a dit la même chose pour Uber, ce qui fait qu'on peut être expert dans une théorie de disruption, mais sans forcément être le mieux armé pour la prédire. Et c'est ça tout le problème de ce concept, c'est que il ne faut pas
tomber dans un dogme en se disant c'est là une définition gravée dans le marbre, et si cet acteur-là ne respecte pas la théorie de Christensen, alors c'est pas une disruption, donc j'ai pas à en avoir peur. C'est pas vrai. Et justement, la question, c'est pas de se dire est-ce que c'est une disruption ou pas, au-delà du débat sémantique qui est assez stérile et on peut en discuter des heures et des heures, c'est de se dire est-ce que cet acteur-là est une menace pour mes parts de marché, est-ce qu'il peut me prendre de la valeur, est-ce que moi je délivre une proposition de valeur qui est suffisante. Ça, c'est des vraies questions. Donc, pour essayer de simplifier, et pendant cette étude, on a vraiment essayé de se dire, on va éviter le débat sémantique. L'idée, c'est pas de s'écharper sur est-ce que c'est une disruption ou pas, c'est de se mettre d'accord sur une définition simple et d'en comprendre un peu la logique pour après rentrer plus dans le détail de cas concrets et voir comment ça fonctionne. Donc, on s'est dit qu'une disruption, en fait, c'est un process par lequel un produit, un service ou une solution change les règles sur un marché qui est établi. Donc, on revient un peu à l'étymologie, on change les règles, la manière dont c'est fait. Et à la fin, c'est la chaîne de valeur traditionnelle qui est donc coupée, remaniée ou carrément rendue obsolète. Et ce qui fait qu'il y a un rebattage de cartes, il y a des nouveaux acteurs qui prennent de la valeur et il y en a d'autres qui en perdent. C'est grosso modo l'idée générale. Et quand on prend un petit peu de hauteur, cette histoire de disruption, nous, ça nous a fait penser à un peu la destruction créatrice de Schumpeter au XXe siècle, où on a des innovations qui viennent détruire un marché et recréer un autre marché. Il y a des grandes révolutions dans l'histoire comme ça, où la révolution agricole, la révolution industrielle au siècle d'après, où en fait on a mieux répondu aux besoins de personnes et ça a permis de dégager plus de valeur. Il y a souvent une idée reçue sur la disruption, c'est que c'est brutal, on ne le voit pas venir. Il se trouve que quand on regarde la destruction créatrice, en fait souvent c'est un événement qui va faire que ça se matérialise pour tout le monde. En revanche, c'est un process qui s'est étalé dans le temps pendant parfois très longtemps. On pense à la roue. Alors on n'a pas inventé une roue tout de suite, ça a pris plusieurs années, il y a eu des essais. Pour le saut de Foxbury aussi, c'est une image qu'on a trouvée intéressante, mais pour la plupart des gens, c'était le saut de Mexico, nouveau record olympique, et c'est là qu'il l'a inventé pour la première fois. Alors si on regarde un petit peu, c'est pas vrai, c'était une technique qu'il avait déjà utilisée 5 ans auparavant, c'était pas le seul à utiliser cette technique, mais c'est juste, ça a marqué les esprits parce que c'était la première fois que quelqu'un arrivait à battre un record avec cette technique. Mais en revanche, ça faisait des années qu'il y avait des gens qui s'essayaient à sauter avec cette technique. Donc c'était, entre guillemets, une surprise pour personne, c'est juste que les gens ont retenu un événement fort et on se dit, là, ça a tout changé. Et les gens, à partir de ce moment-là, ils ont sauté différemment. C'est un peu le même problème qu'on voit avec la disruption. On retient un élément, mais en fait, on peut le voir bien avant. Il y a 5 caractéristiques impressionnantes. Tout d'abord, les disrupteurs, ils attaquent des issues majeures. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de prendre des vrais sujets en main. Un exemple, c'est Amazon. Quand on fait ses courses, la queue, ça fait plaisir à personne, et pourtant, c'est récurrent. C'est un vrai problème. Tout le monde est d'accord sur ça. La réponse d'Amazon, c'est de dire je vais éviter qu'il y ait des files d'attente avec mon magasin Amazon Go, où en fait j'entre avec mon téléphone, je sors avec mon téléphone, et avec une reconnaissance d'image, on sait exactement les produits que je prends, du coup plus de files d'attente. C'est ce genre de logique où en fait il y a une vraie réponse technologique ici qui résout un problème. Et souvent les disrupteurs, ils prennent en main des gros problèmes. Le deuxième élément, c'est que souvent, ils se basent sur une logique de jobs to be done. Donc là encore, c'est une théorie de Clayton Christensen qui nous dit que, en fait, on n'a pas besoin d'acheter une perceuse, on a besoin de faire un trou. Donc le besoin premier, c'est on a besoin de faire un trou. Après, qu'on nous le fasse avec une perceuse ou avec un doigt mécanique à l'inspecteur gadget, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'il y a un trou dans le mur. Donc c'est cette logique-là, c'est se dire, moi, je vais identifier vraiment quels sont le besoin profond de mon client. Ça peut être un besoin très fonctionnel, un besoin social, un besoin émotionnel. L'exemple qu'il utilise, qui est assez connu, c'est celui du milkshake. Il y a une entreprise qui voulait augmenter ses parts de vente de milkshake. Donc elle a demandé à ce qu'on regarde un petit peu pourquoi les gens achetaient un milkshake. Et ils se sont aperçus que les gens achetaient un milkshake parce qu'ils étaient en voiture et ils voulaient quelque chose qui soit pratique à manger et qui les cale suffisamment pour qu'ils n'aient pas faim entre eux sur la matinée. Et du coup, le milkshake remplissait ce job. C'était facile à manger, ils étaient dans une paille. Et du coup, ils se sont aperçus qu'en fait, un milkshake, ça pouvait être remplacé par une banane. C'est facile à manger aussi et ça cale bien. Et donc, c'était pas spécialement faire une meilleure recette de milkshake ou changer la couleur, mais c'était juste proposer des bananes ou d'autres choses qui calent bien à la place. Et en fait,
plutôt que de partir sur le milkshake, ils ont juste diversifié leur offre et ils ont vendu beaucoup plus de choses. Un autre élément intéressant, c'est souvent on a l'impression qu'on n'a pas le temps de voir la disruption venir. C'est pas vrai, c'est pas une météore qui arrive et qui explose tout d'un coup. Souvent, la disruption, c'est pas une ligne toute tracée. On pense à Amazon, ils ont mis 10 ans à disrupter réellement le marché du livre aux États-Unis. Alors ça a commencé, au début, il n'y avait qu'une personne, c'était une petite entreprise, ça a mis vraiment 10 ans à le voir. Donc si on suivait un peu le modèle, on pouvait voir que ça n'a pas été instantané, ils ne sont pas nés géants, et ils ont eu des succès, des échecs, et c'était pas les seuls à le faire aussi. Le deuxième élément, c'est qu'une idée peut être géniale, mais c'est l'exécution qui compte vraiment. Airbnb, c'était pas les premiers à avoir cette idée-là de se dire on va louer des chambres chez des particuliers parce que c'est des excess capacities qui sont inutilisés. En revanche, c'était les premiers à vraiment exécuter le modèle correctement. En revanche, ils ont mis 2 ans à trouver un peu la recette, ils ont mis 2 ans à être sous-payés, à pas réussir vraiment à trouver leur clientèle. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est quand ils se sont dit on va nous-mêmes faire les photos des offres parce que les gens prenaient des photos horribles et donc c'était pas vendeur. Et ça a été vraiment l'élément qui a déclenché la réussite du modèle. Donc on a beau avoir une bonne idée, si on l'exécute mal, ça restera une disruption morte dans l'œuf. Et enfin, les signes de la disruption peuvent être mesurés. Et là, on avait l'exemple de SpaceX, mais ils n'ont pas mis une année, ils n'ont pas lancé leur roquette en une seule année. Ça a pris du temps. Ils ont commencé par faire des tests. C'était 1, 2, 3, puis 4, puis 5, puis 6. On pouvait très bien voir la montée en puissance. Et donc, ce n'était pas une surprise de voir que c'était un acteur qui gagnait en expertise et en performance. Et un autre point, c'est de se dire, non seulement on peut le voir venir, mais en plus on a plein de stratégies à notre disposition pour lutter contre cette disruption. On pense à Amazon qu'ont fait les petites librairies aux États-Unis. Elles se sont repositionnées sur plus de local, plus de connexions. Elles ont accueilli des événements de la communauté, des clubs de lecture, des choses comme ça. Il y en a eu plus 35% aux États-Unis, donc elles ne sont pas mortes, elles ont juste changé leur manière de faire. Accor Hotel n'a pas été tué par Airbnb, mais ça a nécessité un repositionnement. Donc ils se sont repositionnés sur le luxe et ils ont lancé des nouveaux concepts créatifs, plus sur la jeunesse, comme Joe & Joe, c'est une auberge de jeunesse, ou Flying Nest, c'est une sorte de conteneur amovible. Donc ça a nécessité des vrais choix stratégiques de leur part. Et enfin, Arianespace, on peut penser que SpaceX a complètement disrupté le marché, mais il y a encore le même nombre de satellites lancés pour les satellites géostationnaires. C'est encore 100% de taux de réussite pour Arianespace. Et donc, il y a certains pans qui sont plus faciles à avoir que d'autres. Et en tout cas, il y a des jeux géopolitiques aussi qui entrent en compte. Et enfin, la disruption, c'est souvent vu comme le bout de l'iceberg. Donc quand on pense disruption de la voiture, on pense tous Tesla. Tesla, ça a peut-être été la personne qui a initié le processus, qui est le plus visible. En revanche, c'est souvent un fer de lance, mais qui lance en fait toute une révolution, une mini-révolution à sa suite. Et c'est cette citation de Elon Musk qui nous dit en fait nous, on est trop petits pour faire bouger les lignes, mais en tout cas, on peut peut-être inspirer les autres à bouger aussi. Et au final, si tout le monde se met à faire de la voiture électrique, nous, on a peut-être été l'étincelle pour faire bouger les choses sur le marché. Mais ce qu'il faut voir, c'est en fait, on a déclenché une révolution de fond. Nous, on ne va pas tout changer tout seul. Donc ça, c'était pour mettre un peu les choses ce qu'on a trouvé intéressant sur la disruption. Le deuxième élément, c'est de voir un peu quels impacts pour les acteurs établis. Et on va commencer par un exemple pratique qui est Airbnb. Airbnb, on va regarder un petit peu comment ils ont fait. Ils se sont dit, on va partir des besoins du client, c'est jobs to be done, c'est points de friction, et on va essayer d'y répondre un par un. Et donc on a fait 4 catégories, la qualité, le prix, l'accès, la simplicité, et on a vu à chaque fois en fait, les problèmes qu'il y avait pour l'utilisateur et quelle était la réponse d'Airbnb. Donc en termes de qualité, les hôtels manquaient d'authenticité pour certains, et ils étaient surtout dans le centre-ville et pas forcément là où les locaux vivent. Donc pour amener plus d'authenticité, on va vivre chez l'habitant, dans les quartiers où les locaux vivent, et on va développer tout un tas d'expériences personnalisées avec les locaux pour vraiment se positionner comme un champ de la convivialité. Sur le prix, les hôtels étaient chers, notamment dans les centres-villes et les mégalopoles, c'était cher pour les familles. Et du coup, Airbnb, positionnement moins cher. Et en plus, moins de commissions pour les hôtels, donc c'était plus avantageux pour les deux parties.
l'accès, il y avait peu de chambres d'hôtel. C'est une des raisons pour lesquelles Airbnb s'est créé. Hein. Les fondateurs, ils ont loué leur propre logement à San Francisco parce qu'il y avait une conférence et toutes les chambres d'hôtel étaient prises. Et eux, ils avaient besoin de payer leur loyer. Ils se sont dit, on va louer notre chambre parce qu'on voit qu'il y a une demande et qu'il n'y a plus de chambres d'hôtel libres. Et en plus, des assets inexploités comme les résidences secondaires. Ce qu'a fait Airbnb, c'est agréger toute cette offre et aujourd'hui, ils ont 5 fois l'offre des 5 premières chaînes d'hôtels mondiales. Et enfin, sur la simplicité, c'était compliqué en termes de parcours utilisateur d'aller voir des chaînes d'hôtels, de réserver son voyage avec une agence, ou alors fallait aller sur un site, payer, etc. C'était pas très fluide. En revanche, Airbnb, eux, ils ont mis le paquet sur l'expérience utilisateur, la simplicité. En 3 clics, on peut avoir toutes les infos qu'on veut et en fait réserver à la fois son logement, mais ses expériences. Et on a tout un tas d'éléments qui nous facilitent la vie quand on est en voyage. Il y a une assurance qui est incluse, on nous aide à trouver des hôtes et tout un tas de choses. Donc en fait, à chaque point de friction, à chaque problème, Airbnb a trouvé une solution. Et c'est cette approche de disrupteur qui est intéressante à mettre en lumière. C'est vraiment, je vais proposer une meilleure proposition de valeur, mais sur tous les points de friction. Et au final, il y a quelques takeaways de ce cas-là. Un élément intéressant, une logique qu'un disrupteur utilise beaucoup, c'est une fois qu'on a commencé sur un usage, on va aller sur les usages adjacents. Donc on a Airbnb, une fois que j'ai mon contact client et j'ai un logement, je vais proposer des expériences, je vais proposer Backyard, qui est une offre de construction de chambres en plus dans le backyard de son jardin. Je vais aller sur le segment du luxe. Donc en fait, on commence par quelque chose d'assez concret. Une fois qu'on a créé la confiance, on peut s'étendre sur d'autres besoins. Donc c'est un peu une disruption classique au sens de Christensen, où on commence par des personnes qui étaient mal adressées, les familles par exemple, ou les backpackers, et après on va vers le segment business, qui n'était pas le segment principale cible de Airbnb, mais maintenant il y a des offres pour les professionnels. Il y a une offre Airbnb Pure ou Black, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour des logements de qualité exceptionnelle. Donc on voit un Airbnb qui challenge l'industrie du luxe. Souvent aussi, les disrupteurs, ils commencent par agréger l'offre et après, ils la construisent eux-mêmes. On pense à Amazon qui agrège toute l'offre et après lance ses propres produits Amazon. Ils connaissent très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas et donc ils peuvent après, eux, créer le killer product et gagner des parts de marché. Et il y avait tout un tas de réponses pour contrer Airbnb. On peut faire la même chose, comme Accor, qui a lancé sa propre marketplace. On peut se différencier, se repositionner sur le luxe. On peut faire pression sur les autorités. Et il y a plein de choses qui sont engagées de ce côté-là pour contrer Airbnb, où on peut se protéger avec un écosystème de partenaires comme Marriott, qui lance son propre incubateur. Donc encore une fois, on retrouve ces logiques. Et en fait, nous, on voit qu'il y a 50 notions de disruption, il y a tout un tas de disruptions qui se ressemblent et en fait ne sont pas tout à fait pareilles. Airbnb c'en est une, Tesla c'en est une autre, Uber c'en est une autre. Elles ne sont pas exactement dans le moule de Clayton Christensen. En revanche, elles ont toutes indéniablement pris de la valeur sur un marché et sont considérées comme des menaces par des acteurs en place. C'est plutôt ça qui est important à avoir en tête. Il y en a 2 qui sont intéressantes. Boring Company. Même chose, on regarde les pain points, c'est qu'il y a beaucoup trop d'embouteillages à Los Angeles, c'est très cher de creuser un tunnel, donc moi je vais faire une substitution technologique, je vais construire un tunnel pour moins cher et je vais faire passer des voitures en dessous, comme ça il y aura moins d'embouteillages. C'est cette logique-là toujours qui est au cœur d'une disruption, c'est se dire on va vraiment changer la vie des utilisateurs. Là, c'est très basé sur la technologie. Donc, on va vraiment essayer d'innover sur la technologie pour résoudre les pain points. Une autre manière de faire, c'est qu'Atera, c'est en intégrant verticalement. Donc on se dit, le problème, il n'est pas tellement technologique, c'est plutôt sur la manière de faire. Il y a beaucoup trop d'intermédiaires sur la chaîne de valeur de la construction. À chaque fois, on perd en temps, on perd en coût. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout intégrer. On va avoir nos propres designers, nos propres constructeurs. On va faire des pièces détachées et on va tout assembler sur place. Donc on va gagner en marge parce qu'on est les seuls à faire de A à Z. Et en plus, on va gagner en temps parce qu'il y a les éléments qui sont préfabriqués. On aura juste à assembler sur place. Ça, c'est une logique qui est un peu différente aussi. Mais en tout cas, le point de départ, c'est le même. C'est les chantiers durent longtemps et ça coûte cher. Mon but, ça va être que ça dure moins longtemps et que ça coûte moins cher et qu'il y ait moins de problèmes. C'est un petit peu les logiques des disrupteurs à chaque fois. Donc comment
une fois qu'on a tout ça en tête, comment on se positionne par rapport à cet état de fait, à cette disruption, et comment on essaye que ça ne nous arrive pas. On s'est essayé à une étape en 3 temps, en tout cas c'est plutôt des bonnes questions à se poser pour éviter que ça nous arrive, même si c'est impossible de le prévoir, comme on l'a vu avec Christensen, mais en tout cas, si on se pose les bonnes questions, ça nous permet de limiter les risques. Tout d'abord, il y a une phase de diagnostic. Le diagnostic, c'est quels sont les jobs to be done de mes clients. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette perceuse? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce milkshake? Quel est leur besoin profond? Qu'est-ce qu'ils attendent vraiment? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans mon produit? Est-ce que ça leur permet de se sentir mieux? Est-ce que c'est juste de l'image? Il y a des choses parfois qui sont beaucoup plus subtiles. Quels sont les pain points de mes clients? Est-ce que mon service il est vraiment top? Est-ce qu'il est facile à utiliser? Ou est-ce que c'est vraiment la galère pour tout le monde d'utiliser cette perceuse? Est-ce qu'il y a des accidents tout le temps? Ça, c'est des choses à regarder aussi et qui peuvent être des failles par lesquelles le disrupteur va s'immiscer et créer un nouveau service. Le troisième élément, c'est sur mon marché, sur ma chaîne de valeur, est-ce qu'il y a des inefficiences? Si par exemple je sais qu'il y a 10 intermédiaires sur la distribution alimentaire, à un moment j'aurais pu me dire qu'il y a quelqu'un qui va se dire mais pourquoi on ne fait pas directement du producteur au consommateur? Pourquoi il y a 15 intermédiaires avec des centrales et à chaque fois quelqu'un qui prend une marge? Ça c'est des choses aussi qu'on voit arriver avec du direct to consumer, mais si on y avait peut-être réfléchi un petit peu avant, c'est les 3 zones où il peut y avoir des frictions, des inefficiences qui sont le point de départ d'une disruption. Le deuxième élément, c'est plutôt de l'observation, c'est être assez alerte sur ce qui va se passer et les gens qui essayent activement de résoudre ces inefficiences. Donc on peut se dire quelles sont les startups qui essayent de juste regarder les startups qui essayent de résoudre un pain point, ça peut donner un signal faible sur il y a à peu près une 50aine de personnes qui essayent de réduire la durée des travaux. Ça prouve peut-être que c'est un vrai sujet pour les personnes et pour les clients. Donc ça me met la puce à l'oreille. Les innovations technologiques aussi, ça peut, si on les applique à son marché, et si la 5G demain arrivait chez moi, qu'est-ce que ça change? Ça peut être une autre manière, une autre lentille pour se dire quels sont les impacts sur mon business. Si demain il y a des assistants vocaux partout, est-ce que ça change la manière dont je fais mon business? Et enfin, c'est essayer de se dire quelles sont les personnes qui seront le mieux positionnées pour rentrer sur mon marché. Amazon maîtrise la distribution, le contact client. Si demain ils veulent vendre des produits de pharmacie, pour eux c'est plutôt facile. Ils sont lancés sur la pharmacie. Donc si je suis un pharmacien, c'est pas tellement une surprise si Amazon se lance sur ce marché-là. Donc en fait, ce stream-là, ça nous permet de plutôt savoir son environnement compétitif et de remarquer un petit peu si on est à un moment crucial où on a des choix stratégiques à faire, le fameux dilemme de l'innovateur, on y reviendra plus tard. Et enfin, il y a la réponse. Une fois qu'on a identifié tout ça, on se dit sur quels assets moi je peux m'appuyer pour être vraiment différenciant et augmenter ma proposition de valeur et comment je veux positionner mes activités demain. Est-ce qu'il y en a que je vais abandonner? Est-ce que je vais faire des alliances? Ça, c'est vraiment la stratégie de, une fois que j'ai bien compris quels sont les risques, c'est comment je me projette dans le futur et quelles tactiques je mets en place. Sur la partie du diagnostic, pour aider un petit peu, donc on avait identifié nos 4 leviers. Pour une expérience client, c'est 4 choses. C'est le prix. Peut y avoir des prix qui sont moins chers, plus chers. C'est l'accès. Est-ce que mon service il est visible, il est facile d'accès? Est-ce que je le distribue facilement? C'est la qualité. Là, il y a beaucoup de choses. Ça peut être le niveau de personnalisation, l'image, la qualité intrinsèque, fonctionnelle, mais aussi sociale ou tout simplement l'aspect branding et immatériel. Et la simplicité. Est-ce que c'est intuitif, plaisant? Est-ce que je trouve du plaisir à utiliser ce produit? Est-ce que ça me simplifie la vie? Ces 4 éléments, ça permet déjà de voir, on peut être bon sur un élément, un peu moins sur un autre. Toujours dans la phase de diagnostic, sur les frictions sur la chaîne de valeur, les frictions, elles peuvent être de plusieurs ordres aussi. Chaîne de valeur fragmentée, on l'a vu avant. Une asymétrie d'information, s'il y a des personnes, si de manière totalement irrationnelle, on a un avantage sur la chaîne de valeur parce qu'on cache des informations, on peut se douter qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va, lui, être transparent. On peut en penser à l'assurance habitation, avec des acteurs comme Luco qui sont totalement transparents sur la marge qu'ils prennent. Ils disent nous on prend 15% et le reste c'est pour payer toutes vos claims. En fait c'est une asymétrie d'informations qu'on n'avait pas quand on voulait se faire assurer. C'est en fait moi je vous donne de l'argent mais je ne sais pas
ce que vous faites avec. Je sais que vous prenez beaucoup de marge et que vous payez après des sinistres, mais je ne sais pas vraiment combien, et c'est assez flou. Il y a des acteurs qui ont pris le contre-pied en disant nous, on n'est pas flou, et ça a l'air de plutôt bien marcher. Un déficit d'image, l'éthique, le rapport à l'environnement, l'impact qu'on a sur l'environnement, c'est des choses de plus en plus importantes. Des valeurs inexploitées aussi, parce que y a des assets qui servent à rien et qu'on pourrait utiliser. Et enfin, une différenciation pas très marquée, où en fait, entre Europcar, Hertz ou Avis, est-ce qu'il y a vraiment une différence pour vous? Bon, peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est ce genre de questions qu'on doit se poser. Et donc, ce qui fait qu'il y a des frictions. Ces frictions, c'est des connexions qui sont soit non existantes, soit inefficientes, et qui font que c'est des risques de disruption aussi. Sur la partie d'observation, c'est se dire, les disruptions, souvent, elles peuvent être de plusieurs natures. Il y a des disruptions qui sont purement technologiques. Boring Company, c'est j'ai trouvé une technologie pour creuser plus facilement. Donc c'est vraiment de la pure tech. Il y a des disruptions qui sont plus de business model. Donc je vais faire du freemium, où en fait je vais être une plateforme, je vais proposer, je vais être asset light par exemple. Je fais comme Uber, je ne vais pas avoir mes propres voitures, mais j'en possède aucune en fait. Je vais les louer, et ça va être ça ma différence, c'est que j'aurai pas le coût de l'asset. Et enfin, elles peuvent être dans le process. Dans le process, ça peut être Catera, ça peut être d'autres entreprises comme ça qui se disent je vais juste, dans la manière de faire, je vais faire différemment. Arculus, ils font de la production modulaire. Plutôt que d'avoir une chaîne de production linéaire, ils font des îlots de production pour que chaque îlot puisse être activé, désactivé au bon moment pour construire une voiture. Donc ça permet beaucoup plus de personnalisation. Il y a peut-être un îlot qui va faire un rétroviseur, et donc si jamais il tombe en panne, ça ne bloque pas toute la chaîne, et ça permet d'être très personnalisé sur le rétroviseur. Donc ça, c'est à peu près les 4 grands streams de disruption qui sont intéressants à avoir en tête. Et dans cette partie d'observation aussi, c'est essayer d'identifier cette zone du dilemme de l'innovateur. C'est encore Christensen, mais l'idée, c'est de se dire, il y a un business existant qui continue à croître, et il y a un moment où on sent qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Tiens, il y a des iPhones qui arrivent, tiens, il y a la photo numérique qui arrive, et on se trouve un peu dans cette zone où on se dit j'aimerais pas casser mon business, mais en même temps, j'ai pas trop confiance dans ces nouvelles choses qui arrivent. C'est typiquement cette zone-là qui est la zone où on a un dilemme à faire, où on a des choix stratégiques à faire. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, comment on y va? Et souvent, il y a des entreprises qui y arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas. Un exemple d'entreprise qui n'y arrive pas, c'est Kodak, qui pourtant avait inventé le premier brevet de photo numérique, qui pourtant avait des études dans les années 80 qui mettaient en lumière le risque de la photo numérique pour son business de photo à l'argentique. Et pourtant, ils se sont dit, on n'y va pas, on va juste, nous, on a un formidable réseau, on a mis énormément d'investissements sur l'argentique, et du coup, c'est compliqué d'aller sur les digital cameras. Et puis, on a vu la banqueroute en 2012. Alors que Fujifilm, ils se sont dit, on est dans la même situation, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller sur autre chose. Et donc, ils sont plutôt allés vers la chimie, sur des solutions de documents. Et du coup, je me souviens plus exactement ce qu'ils font, mais je crois que c'était quelque chose très lié à la chimie et la manière dont ils pouvaient utiliser cet asset-là dans d'autres industries. Et enfin, pour la réponse, comment on active son plan d'action, là encore, l'idée c'est de repartir du client, de ses besoins, et de se dire, en fait, moi j'ai pas de marché, mais j'ai des clients qui ont des besoins, et du coup on peut se dire, je vais partir du client pour lui proposer autre chose. Donc par exemple, sur le chemin d'accès, est-ce que je pourrais me rapprocher du client? On le voit avec des acteurs comme Trainline qui s'intermédient entre la SNCF et le client. Hop, il y a ceux qui prennent la relation client. On peut, c'est en tout cas un risque de perdre cette relation client. Donc en tant qu'acteur, on peut se dire comment je peux me rapprocher du client, changer mon chemin d'accès, éviter d'être un intermédiaire, mais retrouver un contact direct, parce que c'est ça qui a de la valeur. Une autre manière de se dire, c'est est-ce que je lui propose des alternatives? Et là, on peut penser à Uber. Uber propose des voitures. Tout d'un coup, ils font des trottinettes et des vélos. Vous avez besoin de vous déplacer, je vous propose des voitures. Maintenant, je vous propose des alternatives. Ça fait sens, c'est pertinent. Par moment, vous êtes plus rapide en trottinette, plus rapide en vélo. Et du coup, c'est cette logique-là de se dire, je suis une entreprise de voitures, mais demain, je propose la même chose parce que ça répond aux mêmes besoins. Et le troisième élément, c'est les besoins adjacents. C'est de se dire, par exemple, Uber Eats encore,
ils livraient, donc vous savez ce que c'est tous, Uber Eats, et ils se sont dit, bon, en fait, pour le restaurant, ça serait pas mal de aussi, non seulement on lui rapporte des commandes, mais on voit qu'il a du mal à... Il n'a pas de logiciel d'éditeur de cartes, il a du mal à gérer ses stocks. Je vais vous faire Uber Eats for Manager, qui sera une plateforme qui va vous permettre de gérer tous vos stocks, en fait d'avoir votre plateforme de gestion de tout votre business et pas seulement des commandes Uber Eats gratuitement. Et en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à hooker aussi plus de restaurants. C'est le restaurant qui se dit c'est top, il n'y a personne qui m'a fait un outil aussi précis et utile que le vôtre. Donc c'est ces 3 idées-là qu'il faut garder en tête et se dire on peut se diversifier, on peut réattaquer de plein de manières différentes. L'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui est le plus pertinent, mais en tout cas, le bon mindset, c'est de repartir du client et de ses besoins profonds. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, je pense que ton exposé va susciter énormément de questions. Ces questions, je vous propose de les retenir encore un peu, puisque j'aimerais que vous puissiez les poser et les mettre au débat, puisque ce soir, cet événement, j'ai oublié de le préciser, en ouverture, s'inscrit aussi dans cette nuit des débats. J'ai peut-être une question à vous poser avant de l'introduire, ce débat. Combien d'entre vous, je ne vous demande pas combien d'entre vous connaissent Airbnb, mais combien d'entre vous étaient familiers de SpaceX ? Une bonne majorité de l'audience. Et si je vous demande donc combien d'entre vous étaient familiers de The Boring Company ? Vous êtes presque aussi nombreux. Bon, donc on a un public déjà assez sensible. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence naturellement par la mauvaise nouvelle. Cyril Delattre d'Airbnb nous a fait faux bon ce soir, et vous avez vu que je n'avais pas annoncé son nom en ouverture. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui donc, Pierre Guillamant et Julien Villalongue, qui tous les deux représentent les principaux concurrents, on pourrait dire, les acteurs en place de SpaceX pour Ariane Group et de The Boring Company avec Vinci. Et je passe la parole donc aux 2 intervenants et à Stéphane Distinguin qui va animer le débat et recevra vos questions. Merci, bonsoir à tous. Vous venez ? Je vous laisse vous asseoir. Donc si tu demandes si on avait Airbnb, c'est qu'on devait peut-être avoir Airbnb dans le rôle du disrupteur. Ils ne sont pas venus finalement. Est-ce qu'ils ont payé des frais d'annulation, Mathieu ? Non ? Bon, écoutez, moi je suis plutôt pas mécontent parce que je trouve que sur ce sujet, c'est sans doute plus intéressant encore d'entendre parler des disruptés plutôt que des disrupteurs, parce que ce qu'il faut retenir aussi de cette présentation, c'est qu'on est souvent... on l'a subi, la disruption. Je pense que c'est souvent quand on la pratique, on a rarement tout à fait l'impression de la pratiquer. Ça peut être une évidence. En revanche, quand on l'a subi, c'est sans doute un peu moins simple, on va en discuter rapidement. Et je trouve ça encore plus intéressant d'être en capacité de redisrupter, donc de continuer en fait face à ces startups ou autres acteurs qui vous mordent les mollets, de réussir à réagir et de proposer en fait, à continuer à proposer l'innovation ou continuer sur cette voie. Ce que je retiens aussi de l'excellente présentation de Nicolas Cabane, c'est la notion du service qu'on rend, du fameux. Enfin, il avait référence à une notion qui se combine très très bien avec le dilemme de l'innovateur, qui est celui de la chose à faire, du jobs to be done. Et comment est-ce qu'on continue du coup à trouver l'intérêt de l'utilisateur sans se perdre en fait dans ses offres, ce qui est souvent le cas. Et c'est le dilemme de l'univers de l'innovateur. Donc on va en parler ensemble. Merci à tous les deux. Donc on a beaucoup parlé de SpaceX déjà. Donc c'est peut-être pour commencer avec vous, Pierre-Guy, pour savoir comment est-ce qu'on continue à envoyer des fusées. Parce que franchement, s'il y avait bien un domaine dont on n'imaginait pas qu'il y aurait des startups qui viendraient vous chatouiller, c'était bien le domaine de l'espace. Et puis maintenant, elles sont quand même quelques-unes. SpaceX en particulier. Et donc comment est-ce que vous vivez cette nouvelle concurrence chez Ariane? Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, à titre personnel, je préfère Jeff Bezos et Blue Origin que SpaceX, mais c'est juste à titre personnel. Donc, juste quelques mots sans être quelques mots sur le domaine spatial.
pour planter le décor. On n'est pas dans le même domaine, je dirais, que le même taille de marché que Vinci. Nous, c'est un tout petit domaine, si je puis dire. Le domaine spatial, en Europe, c'est grosso modo 9 milliards d'euros de revenus entre trois grands acteurs. Les satellitiers, je ne parle pas des opérateurs, hein, les satellitiers, Thales, Alenia Space et puis et notre maison mère Airbus. Nous-mêmes, Ariane, et notre filiale prestigieuse Ariane Espace. Et grosso modo, c'est 3,5 milliards d'euros pour le transport spatial. Et ils se répartissent donc à parité entre le reste des 8 milliards, enfin des 4 milliards entre Airbus et Thales. Donc ça, c'est le playground européen. Donc, et juste dans quelques mots encore, Ariane Group, c'est quoi? C'est justement, alors notre président dit que c'est une start-up géante, justement. Donc c'est une première réponse de 9000 personnes, toute jeune, hein, qui a 3 ans d'existence, puisqu'elle rassemble les assets de transport spatial de nos deux maisons mères, Airbus et Safran. Comme ça, donc on est une co-entreprise entre Airbus et Safran. Alors, le domaine spatial, donc, quand vous dites qu'une donc SpaceX n'est pas une start-up, c'est une boîte qui fait 6000 personnes à peu près, qui s'est construite de toute façon, l'histoire est la suivante, dans le domaine spatial, qui est un domaine extrêmement régulé, encore plus que l'aéronautique. C'est la NASA qui a progressivement confié c'est l'opération de lancement au privé. Donc c'était une décision motivée de l'État et donc aux US. Et donc, donc l'histoire est là, et au privé, donc notamment SpaceX. Donc progressivement, effectivement, ils ont mis 15 ans à arriver sur le marché à peu près. Et donc nous, Ariane, nous sommes dans un écosystème européen, donc ça c'est important. Donc là, effectivement, ils ont bousculé le marché, ils ont bousculé, donc au-delà d'Ariane, ils ont bousculé, je dirais, la chaîne de valeur. Donc des satellitiers, des opérateurs, et nous en amont, donc, pour le transport spatial. Donc ça, effectivement, donc ils ont bousculé le marché. Parce qu'il faut bien avoir en tête que SpaceX, notamment, si ce n'est que, c'est toujours l'histoire de l'OMC avec les Américains et l'extraterritorialité. SpaceX, donc 2/3 de leurs revenus vient de l'Air Force, donc un marché strictement interne. Donc, et 1/3 de leurs revenus vient des marchés commerciaux sur lesquels le Ariane 5 et Ariane 6 demain est. Sachant qu'il y a 1/3 des fusées qui sont de l'Air Force. Donc, typiquement, ils vendent à l'Air Force 200 millions de dollars à lancement. Ils le vendent sur le marché commercial à 60 millions de dollars. Donc, je dirais que les Américains, je dirais l'État américain, donc quelque part, pour reprendre ce terme, l'a disrupté cet environnement-là. Donc, quelque part, il faut que l'Europe, c'est pas nous, en tant qu'industriels, il faut que l'Europe, je dirais, donc réagisse, et dans plein de domaines, hein, donc sache réagir, je dirais, savoir un peu de leadership, s'il en existe, en Europe, donc pour faire face à ça. Donc on y fait face. Nous, dans le transport spatial, donc on est plus que SpaceX, on est un peu moins de 10 000, parce qu'on a quand même un élément important également de notre côté, parce qu'on fait des fusées civiles, donc des Ariane 5, Ariane 6, mais on fait quand même donc également les missiles nucléaires qui vont dans les sous-marins. Et ça, je dirais que ça c'est un asset très très fort. Il y a une dualité très forte de toute façon entre les deux véhicules. Et ça c'est quelque chose qui fait de toute façon qui nous rend de toute façon résilients. Donc au regard du marché. Bon, il n'empêche que ces acteurs-là donc on bouscule le marché, c'est sûr, sur les prix, mais de façon, comme on dit en anglais, unfair, quoi. Donc, quand on vend un produit donc sur le marché à 40 millions de dollars ou 50 millions de dollars,
et le même, on le vend à 200 millions. Bon, et ça se passe dans plein de domaines, c'est pas uniquement. Donc c'est ça qui change pour nous, donc réagit. Donc pour nous, transport spatial, mais pour nos camarades qu'on transporte, donc les satellites, c'est pareil. Ce qui change actuellement la donne dans le domaine spatial, c'est effectivement, donc on peut parler du digital, donc Netflix, tout à l'heure il a été cité des satellites géostationnaires, Netflix a fait comment dire, il y a 1 an et demi, ça on le voyait venir, chuter brutalement le marché des satellites géostationnaires, puisque la télé, donc la vidéo à la demande, technologiquement, ça passe plus à 36 000 km, ou alors avec des temps de latence qui sont juste pas possibles de l'usage. Donc, tous ces acteurs-là d'usage, effectivement, changent la donne des opérateurs. Donc, des opérateurs et des satellitiers. Donc, un satellite, ça vaut grosso modo 200 millions de dollars, 300 millions de dollars de télécom. Maintenant, il y a les acteurs, effectivement, donc, les nouveaux acteurs, dont nous, notre maison mère Airbus, fait OneWeb, à des prix qui sont je dirais, donc 10 fois inférieurs, quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, SpaceX, c'est une image que l'on a, mais je dirais que c'est le marché spatial et son usage, d'accord, qui est effectivement en train d'être bousculé. Et donc on y travaille d'arrache-pied. Donc puisque donc aujourd'hui on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on aura lancé demain, dans les 10 ans à venir. On sait que la variété ce qu'on appelle des payloads, des satellites, sera très très large. Et la bonne réponse pour reprendre les pain points et tout ça, là, donc la bonne réponse, c'est comme font les airlines, c'est la flexibilité. Donc savoir être très très, comment dire, réactif vis-à-vis de la demande du marché. Ça c'est extrêmement important. Celui qui saura pas faire ça demain, il sera hors du marché. SpaceX commence à le faire. Voilà, donc pour résumer, ma réponse est un peu longue, mais voilà, en gros, pour résumer donc notre position et la manière dont on construit l'avenir. Ce qui me permet d'insister sur un point, c'est que on a souvent l'impression qu'il y a une dialectique disrupteur-disrupté et qu'elle concerne 2 acteurs, alors qu'en fait, c'est des écosystèmes de disruption qui se mettent en place. Ce qu'on a vu clairement, c'est que Uber n'existe pas s'il n'y a pas avant un App Store et des smartphones, si ensuite tout le système en fait de géolocalisation, de paiement n'est pas proposé par un autre. Donc effectivement, ce qui est aussi assez surprenant et ce qui peut justifier que tout d'un coup on se retrouve un peu comme la grenouille à pas s'être rendu compte qu'on était bouilli, c'est que tout d'un coup l'écosystème a évolué et que dans cet écosystème il y a une nouvelle proposition de valeur qui est possible en ayant accès à l'utilisateur final. Est-ce que du coup, Julien, là on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans l'aérospatial. Est-ce que dans le béton aussi on se fait disrupter? Bonsoir à tous. Pour rebondir sur un des points de Pierre-Guy qui a mentionné l'usage, je pense que c'est un élément qui paraît intéressant. Si je caricature un peu à la fois les évolutions des marchés dans lesquels Vinci intervient et les types de marchés en eux-mêmes, on est une industrie qui est réputée pour être l'industrie dans laquelle les innovations digitales arrivent les dernières. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. En tout cas, c'est vrai que quand on regarde la profondeur, enfin, la pénétration des technologies digitales dans un certain nombre d'autres domaines, l'impact qu'il a eu sur les domaines du retail, du voyage, de l'immobilier, de la commercialisation des banques ont été massifs. Et si je crois à cette hypothèse de base, on est un peu, on va dire, dans des fins de course de cycle d'innovation, il n'y a pas de raison, en tout cas en soi, pour lesquelles ce sujet n'arrive pas. Le deuxième point que je vais mentionner, et je rebondis sur les sujets d'usage à l'occasion, c'est que
L'endroit où l'on intervient dans le métier, que ce soit la construction, la mobilité, de l'énergie, c'est la ville, c'est l'objet ville en lui-même. Et on constate que dans cet objet ville, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu quelques exemples qui ont été donnés sur la mobilité. Ça part des applications de géolocalisation de services aux trottinettes, dans les enjeux de la meilleure gestion de l'énergie. Donc toutes ces possibilités qui sont permises par les technologies digitales arrivent dans cet environnement ville, et environnement dans lesquels on a des grosses propositions de valeur que l'on porte, de la construction, des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques et des infrastructures digitales. Donc oui, c'est pour ça que ce sujet, on est, nous semble-t-il, au cœur de ces thématiques. Peut-être pour illustrer cet aspect-là sur l'aspect technologique plus, parce qu'on a vu que c'était l'un des ressorts des disruptions. Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est sur les 5 à 10 prochaines années. Alors le délai exact, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pour vous donner un exemple. On va déployer à peu près 24 milliards d'objets connectés. C'est ce qui nous attend, 24 milliards d'objets connectés. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière ces objets connectés, on se dit, un des objets connectés, c'est l'un qu'on a dans sa poche. Au final, c'est 4 milliards. On va encore plus connecter ce type d'objet pour 4 milliards. Le reste d'un 20 milliards, c'est l'industrie, la ville, la mobilité, l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait dans nos métiers de la mobilité, de la ville, de l'énergie et une partie de l'industrie. Donc les possibilités de cette disruption technologique, puisque c'est l'un des leviers sur lesquels un certain nombre d'acteurs s'appuient, nous paraissent effectivement être de nature à venir reconfigurer profondément les chaînes de valeur, comme le disait Pierre-Guy à l'instant. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez c'était quoi, une start-up, une grosse start-up, une grande start-up ? Donc fille de Safran et d'Airbus. Une start-up géante. Ouais. Une start-up géante, fille d'Airbus et de Safran. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la culture ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous mettez en place de façon à justement pouvoir vous dire que vous êtes une start-up ? Comment est-ce que... Voilà, on a compris qu'on... C'est de l'éthique du CEO, donc... non, mais c'est parce que, effectivement... Vous êtes d'accord, a priori, avec votre CEO ? Vous pouvez oui, nous dire ici. Oui. Ouais. Je dirais que par-delà du terme start-up géante, donc le fait d'avoir rassemblé les assets, je dirais, spatiaux de Safran et d'Airbus, parce que donc déjà c'est une première réponse pour être plus efficace au-delà de SpaceX, quoi, plus efficace sur réponse européenne en disant donc la France et l'Allemagne, parce qu'on est franco-allemand, va rassembler donc ces assets et puis on va pouvoir être plus compétitif. Dans tous les cas, il faut le faire. Bon. Dans le spatial, donc j'espère que je ne vais pas enregistrer, mais bon, on a un peu une culture, je dirais, donc au sens large, hein, donc ce qui est moins vrai pour l'aéronautique, même beaucoup moins vrai, un peu d'arsenal, si je puis dire. Donc de toute façon, donc de ce point de vue-là, on a effectivement, ça nous a bousculé, ça fait du bien à tout le monde. On est en train de mettre en place justement, donc on a mis en place une direction d'innovation, donc moi qui viens de l'aéronautique, pour vraiment radicalement changer donc les méthodes de travail, les méthodes donc de développement. Ariane 6, dont le Maiden Flight a lieu l'année prochaine, aura été développé en gros 5 ans à peine. Ariane 5 a été développé en 18 ans. Donc on a quand même, c'est quand même une réponse assez forte. Voilà, donc on est au début du chemin, hein, donc on est assez modeste là-dessus, mais on discute l'ensemble des acteurs. On a pris également dans cette réorganisation industrielle, on a pris les responsabilités, je dirais, dans ce qu'on appelle du flight worthiness, donc le fait qu'on dise ok, on va en vol et on autorise le vol, alors qu'avant ça appartenait aux institutionnels, donc l'agence spatiale européenne. Voilà, donc mais c'est une première réponse qui aujourd'hui qui marche plutôt très très bien. Mais il faut, tout à l'heure je disais que c'est un domaine régulé dans le sens où c'est un domaine qui reste souverain, quand je dis souverain en termes de souveraineté des États.
quand SpaceX il vend ses machins, donc ces belles fusées donc à 5 fois le prix du marché. Il investit massivement dans une constellation, peut-être que certains ici ont entendu parler, qui s'appelle Starlink, d'accord, et Starlink, donc, c'est financé par le DoD, dans tous les cas. Donc c'est de la souveraineté, donc c'est de la public money, quoi, hein. Il ne faut pas l'oublier, hein, ça c'est important. Donc SpaceX, donc il lève de l'argent, hein, attention, hein, il lève de l'argent. DoD, c'est le département de la Défense. Ah pardon, excusez-moi, donc du ministère de la Défense. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Donc c'est un domaine, comme l'aérien d'ailleurs, hein, donc pour développer un Airbus, donc un 350, il faut mettre sur la table 8-9 milliards d'euros. Bon, Airbus n'a pas, donc sa PNL peut pas, une fois que vous avez balance sheet, peut pas supporter ça. Donc c'est force, comme aux US, hein, donc on transporte des gens ou on transporte des satellites, mais pour développer des systèmes complexes comme ça, il n'y a aucune entreprise donc, dont les financial statements permettent de supporter ça. Ça n'existe pas. Même si quand on prend l'avion avec EasyJet à 30-40 euros, donc c'est devenu presque une commodité. Oui, c'est une commodité, on va dire, donc de prendre l'avion. N'empêche que des machines derrière qui est extrêmement complexe. C'est une chaîne de valeur inversée. Les airlines perdent, donc on commence à gagner donc un peu d'argent, c'est un modèle compliqué, alors que ceux qui sont en amont, notamment les motoristes, donc ils font des EBIT juste incroyables. Et n'empêche que les gens, quand ils montent dans l'avion, ben, ils n'aiment pas que l'avion il tombe. Hein. Donc c'est un système très régulé par les autorités, on le voit avec le 737 MAX, et il n'empêche que derrière, on prend l'avion aujourd'hui facilement, et donc demain, notre ambition dans le spatial, c'est effectivement d'avoir des fusées qui soient, enfin comment dire, qui soient plus flexibles, qui puissent être moins, comment dire, qu'on soit dans un marché beaucoup plus dynamique. Voilà. Donc une réponse aux clients qui soit donc beaucoup plus immédiate. Vous, Julien, chez Vinci, il n'y a pas de start-up en fait qui viennent vous embêter? Vraiment? Oui, je pense qu'il y en a et on essaye. Elles existent ou pas? Elles existent, mais il y a deux exemples qui ont été cités tout à l'heure et qui illustrent bien des portes d'entrée qui ne sont pas nécessairement les plus spontanées. The Boring Company, c'est un secteur, les tunneliers, qui est un petit secteur, je pense. J'ai pas les chiffres en tête exacts du volume de marché, mais ça se rapproche plus d'un petit secteur de type aéronautique que d'un grand secteur mainstream. C'est-à-dire les tunneliers, il y en a peu dans le monde. Ça a été d'ailleurs un sujet pour creuser les tunnels du Grand Paris. Et ce type de techno, c'était quelque chose sur lequel on vivait. Alors il y avait un peu d'innovation incrémentale qui se passait. The Boring Company, on part à peu près de pas grand-chose et on vient construire une proposition de valeur pour des villes aux États-Unis, construire le premier tunnel entre New York et Washington de mémoire, enfin dans le quart nord-est américain. Donc maintenant, c'est peut-être la taille des grosses startups que mentionnait Pierre-Guy, mais on a vu arriver ce type d'acteurs. Deuxième, je rebondis sur l'exemple qui était donné, Catera, pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, c'est vraiment de la construction modulaire et où on vient construire pour un client un objet en quelques semaines, une maison de plusieurs étages en quelques semaines, là où il fallait plusieurs mois à un acteur traditionnel pour couler du béton. Et donc ce type d'acteur, il vient effectivement nous titiller sur nos marchés historiques, sur notre façon de faire notre métier, sur notre façon d'appréhender les possibilités que la technologie nous offre sur les technologies dans ces sujets. Et donc, je vais peut-être prolonger ma question sur les réponses qu'on peut apporter sur ce type de dynamique. Oui, il y a beaucoup de startups qui viennent proposer des propositions de valeur intéressantes, qui sont potentiellement des disrupteurs, et il nous paraît plus intéressant pour nous d'être peut-être dans la logique d'écosystème que tu mentionnais tout à l'heure, de voir comment on peut venir intégrer cette valeur aux offres pour les clients, pour apporter
pour leur apporter plus de valeur, pour aussi peut-être venir, il y avait un sujet de culture, acculturer la façon dont on travaille, dont on attaque des marchés, dont on répond à des vrais besoins de clients, à des vraies frictions d'usage. L'un des sous-jacents qu'il y a à une structure comme Léonard, c'est de porter aussi cette capacité à dialoguer avec ces acteurs qui portent des solutions qui sont émergentes, très différentes, de cultures potentiellement différentes, qui sont très proches du client final, alors que dans un secteur du bâtiment, de la construction, c'était plutôt des gros acteurs dans du B2B. Et donc oui, il y a beaucoup de startups qui viennent, des startups qui viennent vraiment sur des enjeux massifs, presque très traditionnels au sens des grands compartiments de valeurs qu'on avait pu développer, mais aussi qui apportent des valeurs, et il nous paraît plus intéressant de les accompagner à se développer et à venir enrichir nos offres. Est-ce que vous avez des questions? C'est parti. C'est bien parce qu'en général, on a toujours du mal à avoir la première. Merci monsieur. Merci beaucoup. Moi j'avais, je repense à la présentation qui était très bien. Et ce qui me venait à l'esprit finalement dans le fait de se disrupter soi-même et donc de réagir aussi aux disrupteurs, c'était deux aspects. D'un côté, le fait que finalement pour chaque disrupteur qui arrive, chaque start-up, il y en a énormément qui sont des échecs finalement. Et de l'autre côté, c'est quand on parle de réagir à un environnement en changement, c'est pas uniquement de faire les étapes 1, 2, 3 qu'on a vues, parce que cet environnement, finalement, il change tout le temps. Et donc, ma question, c'était un petit peu dans des grandes entreprises qui vont se faire disrupter, comment est-ce qu'on met en place ce qu'il faut, finalement un écosystème, une culture, pour être constamment prêt à se disrupter et constamment finalement prêt aussi à l'échec et finalement avoir cet environnement derrière qui permet de réagir. Vous avez le micro. Ok, alors comment ça marche? Effectivement, tout à l'heure je parlais de culture Arsenal, donc on n'est pas tout à fait comme ça quand même. Mais on a encore quelques malades donc à guérir. Donc comment ça passe? Donc c'est la conduite du changement. C'est la conduite du changement, ça existe depuis c'est séculaire. Ça commence par le CEO déjà. Et si le CEO est convaincu qu'il faut bouger, qu'il faut radicalement bouger, les organisations, les méthodes de travail, donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, effectivement, donc il y a souvent ce qu'on appelle le middle management, qui offre une résistance parce que eux vont être forcément bousculés dans l'organisation. Il faut être beaucoup plus lean. Alors, il ne faut pas être trop lean parce qu'après le lean ça fait trop de silos. On est trop efficace et après on ne voit plus gérer ce qui arrive. Donc effectivement, il faut être extrêmement agile au sens flat du terme dans les organisations, c'est sûr. Et vous parliez donc des startups. Il n'y a pas que les startups qui disruptent. Il n'y a pas que, il y a tout simplement donc la compétition qui agit. Et aujourd'hui, donc, notamment ce qu'on a fait chez nous, parce qu'on a démarré il y a à peine 3 ans, de deux cultures différentes, une culture safran et une culture d'Airbus. Donc ça a été intéressant de mixer les deux. Quelques batailles rangées aussi, bien sûr, en interne, mais bon, ça c'est la vie des joint ventures. Et ce qu'on a fait, donc on a mis un accent très très fort sur l'innovation, sur l'open innovation. Donc on accueille des startups. On travaille donc avec des startups en fait, de la deep tech, si je puis dire. On fait un distinctif entre le low tech et le deep tech. Il a fallu qu'on acculture également nos politiques. Donc ici, on m'a dit qu'ici, il n'y a pas loin, il y a la station F. Donc nous, on n'est pas du tout dans ce monde-là. On est vraiment dans un monde donc où quand une technologie différenciante que l'on scrute, que l'on scanne, donc je dirais au quotidien, peut apporter donc effectivement un élément différenciateur sur l'usage pour le client, ça on l'apprend. Mais pour l'embarquer et pour la développer, pour l'industrialiser, c'est un cycle de 6, 7, 8 ans.
Donc il faut investir massivement, c'est ce qu'on fait. Donc on investit massivement donc, dans les techs. On a l'opportunité d'appartenir donc on a 2 actionnaires, je dirais, prestigieux, Airbus, Safran, qui ont leur fonds d'investissement, et on est dans le deal flow avec eux. Et lorsque nous, sponsors, on est intéressé par exemple par une tech, eh bien on s'adresse à nos chères maisons mères et on regarde comment on peut capter la tech française notamment, mais pas française, donc je dirais mondiale. US, c'est beaucoup plus dur, parce que dans le domaine, il y a ce qu'on appelle la régulation ITAR, hein, donc liée aux armements. Mais donc au moins en Europe, en Asie, et on prend le dessus. Mais la France est très 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 bonne en tech, sauf que la France, donc, nos politiques sont souvent à côté du vélo, voire même très loin du vélo, et il y a tellement de guichets donc pour que ces startups-là puissent grandir aussi, qu'elles s'en vont ailleurs, quoi, hein. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, il y a la DARPA. Le DARPA, dans notre jargon, le DARPA, c'est l'agence de recherche Black américaine qui développe donc tous les programmes Black donc pour la défense. Il a failli mettre donc la main sur une start-up bretonne, que je ne nommerai pas ici, mais qui a une technologie résolument différenciante et pour laquelle donc la BPI était à côté du vélo. J'aime bien donc la BPI, hein, mais quand on fait des seed phase à 100 000 balles, ça va pas le faire, quoi, hein. Donc quand la DARPA offre, je dirais, 100 fois le prix, donc voilà. Donc c'est tout un... Donc il y a nous, il y a la tech, mais il y a aussi le monde politique qui doit être également éduqué. Et la culture anglo-saxonne, nous on le voit avec l'Allemagne, hein. L'Allemagne est très 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 éduquée là-dessus, au point de vue politique, extrêmement efficace. Nos camarades anglo-saxons, donc anglais également, nous on a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Donc voilà, donc la conduite du changement, ça c'est essentiel. Et pour changer une organisation, il faut la faire sous tension. Une organisation qui va bien, ça ne marche jamais. Donc il faut vraiment qu'on soit sous pression pour conduire. Mais ça c'est vrai depuis tous les temps. Un autre élément de réponse, le choix qu'on a fait avec ce dispositif Léonard, c'est peut-être d'organiser la perméabilité dans le grand groupe avec je vais me risquer à juxtaposer 2 buzzwords, avec son écosystème de disrupteurs potentiels. Mais c'est globalement l'une des réponses, c'est de se dire que les propositions de valeur, les nouvelles façons de lire des marchés, de lire les frictions des clients, d'apporter, de construire de la valeur, de repenser les processus, ça existe, et il faut être à l'écoute, il faut être dans ces 3 phases de diagnostic, monitoring, réponse. Et je pense qu'en organisant, en maîtrisant au final cette ouverture et ce dialogue avec ces acteurs, c'est l'une des réponses qui permet d'aller chercher ces propositions de valeur, de les intégrer, mais aussi, si on le fait bien, me semble-t-il, de contribuer au changement de culture. Parce qu'on va confronter effectivement des collaborateurs qui sont peut-être installés dans leur process, à juste titre, en règle générale, à d'autres façons de penser, à d'autres façons de mener de l'innovation entrepreneuriale, à d'autres façons d'écrire, ne serait-ce que ce que les gens vivent. Et ça me paraît extrêmement intéressant, à la fois pour aller chercher la valeur, mais aussi pour changer de l'intérieur tout un grand groupe. Pour une autre question ? Oui, alors, Stéphane Crétel, pour le groupe Air France KLM. J'aimerais réagir sur un premier point. Le succès d'EasyJet, c'est 2 choses. C'est d'abord la productivité de l'outil de production. L'asset avion, c'est un truc qui vaut très cher. C'est un truc qu'on achète pour 20 ou 30 ans. Et pour l'amortir, il faut juste le faire voler avec des passagers dedans. Le deuxième point sur lequel EasyJet s'est différencié, c'est que très rapidement, ils sont arrivés sur le site Internet et en distribuant leurs billets sur Internet, ils ont fait 2 choses. Ils ont court-circuité les circuits traditionnels de distribution, les agences de voyage,
Et surtout, ils ont donné de l'accès à de la transparence. Et on pouvait acheter plein d'options payantes sur EasyJet. Et il n'y avait pas de limitation sur ce qu'on pouvait acheter tant que c'était disponible et qu'on était décidé à l'acheter. Avec un panier dynamique et des innovations qui, à l'époque, nous, on était très très sceptiques. Je donne un exemple marquant. EasyJet était la première ou une des premières à avoir une application sur iPhone, alors que nous, on se disait, non, mais l'iPhone, tu comprends. Moi, j'ai un BlackBerry avec un clavier. L'iPhone, je sais pas trop quoi ça sert. Donc, je reviens sur le phénomène de disruption. Je pense que, comme Faber Novel le disait, s'il y a les deux fondamentaux, adresser des besoins clients et avoir un modèle efficace, je pense que c'est gagnant. En revanche, j'aimerais vous entendre plus sur la résistance au changement, non pas du middle management ou du lower management, mais vraiment du top management et du conseil d'administration. Et comme le disait Julien, tous les disrupteurs, ils font notre métier, mais d'une autre manière. Mais ils font notre métier. Et comment on anticipe ça au niveau top management? Julien, puisque vous êtes interpellé. Alors, un élément de réponse, c'est que l'objet que je décrivais tout à l'heure, qui a pour ambition de capter, d'être une réponse, une préparation à ce type de disruption, ça a été une décision de notre top management. Donc j'ai potentiellement un peu de mal à répondre à cette question. Mais effectivement, il faut agir sur l'ensemble de la hiérarchie de l'entreprise et aller travailler sur cette culture. Je pense que ce qui a décidé notre top management de créer ce type de dispositif, c'est d'aller se confronter à un certain nombre d'autres acteurs, d'autres écosystèmes, d'autres entreprises, d'autres pays, et je pense qu'ils ont perçu cette nécessité de transformation importante et en tout cas de changer, avec un pari à l'origine, de changer la façon dont ils pouvaient appréhender à la fois l'innovation, l'ouverture, la création de valeur, l'innovation peut-être dans un sens plus traditionnel du terme. Donc, voilà. Mais je pense que c'est cette confrontation des acteurs extérieurs qui a été l'un des éléments déclencheurs. Oui, donc vous parlez de top management. Donc top management, donc ça passe par le CEO et ses actionnaires, donc quels qu'ils soient. C'est par eux que doit venir de la conduite du changement, par la transparence qu'ils ont dans je dirais par le fait que le monde change, en tout cas donc les acteurs changent ou le marché change. Donc ça c'est important. Mais encore une fois, donc le CEO lui-même doit juste faire preuve de leadership. S'il y a une erreur de casting sur le CEO, effectivement, donc la boîte, en tout cas la structure, donc ça va pas le faire, quoi, hein. Et de toute façon, donc on ne change, et ça c'est valable, donc dit par expérience, donc on ne change, je dirais, une organisation au sein d'une entreprise ou d'une entreprise, à l'échelle d'une boîte, que sous pression. Sinon, donc, quand on se fait engueuler et on passe d'un bureau, on fait une grosse connerie, donc souvent on dit, donc, on passe d'un bureau de 3 fenêtres à une fenêtre parce qu'on se fait engueuler, c'est qu'effectivement il y a un problème dans la boîte, quoi, hein. Donc effectivement, donc c'est vraiment toute une conduite du changement à opérer et avec, comment dire, avec des objectifs extrêmement radicaux et donc le top management doit suivre et donc c'est le leadership du CEO qui doit accompagner ses actionnaires, bien sûr, hein. Qui doit l'impulser et qui doit le déployer, mais au quotidien. Mais ça se fait sur une période, on va dire, assez courte. Donc assez courte pour quand la réaction arrive. Donc on va dire, je sais pas moi, c'est toujours de l'ordre de entre 15 et 18 mois, guère plus. Et ensuite, le conduit du changement en tant que tel, en général, c'est une demi-génération. Bon. Donc aussi, ce qui est important, donc c'est attirer donc les jeunes talents, ça c'est extrêmement important. Savoir parler aux générations Y, voire Z, bon, ça c'est pas toujours évident, hein. Savoir donc le même langage. On a 2 exemples que j'ai amenés ici, là, de jeunes talents d'Ariane Group,
avec qui on a réussi à parler. Donc voilà. Et donc la génération Y, enfin, donc ces jeunes, pour le top management, effectivement, sont très très importants. Parce qu'effectivement, donc souvent, de plus en plus, ils font preuve de leadership, ce qui n'a pas forcément notre génération à leur âge. Et ça, c'est extrêmement... Donc, piocher des jeunes talents, c'est effectivement donc pas que des chevaux de course, hein, sinon après ça va pas le faire non plus, mais en avoir quelques-uns, c'est effectivement donc extrêmement important. Oui, bonjour, Stéphanie Gourdon du groupe JCDecaux. Pour aller dans le sens aussi, c'est à la fois une question-remarque, dans le sens de la première question tout à l'heure sur les moyens. Il y a deux mots, moi, que j'ai pas entendus, qui me semblent pourtant essentiels, c'est la veille et la prospective. On parle beaucoup de disruption et c'est pas parce qu'on est dans le monde des innovations foudroyantes qu'il faut perdre de vue le temps long, et ce sont deux exercices qui s'inscrivent dans le temps long mais qui permettent également, je pense, d'avoir les bonnes réponses et de bien anticiper. Et c'est vrai qu'en France notamment on souffre beaucoup d'un discrédit de ces deux fonctions, là où les anglo-saxons également n'ont pas peur et ont déjà fait évoluer d'ailleurs même leur doctrine en matière d'intelligence économique. Ils n'ont pas perdu de temps et ils n'ont pas honte de parler même de visionnaires, de futurologie, etc. Parce que derrière, de toute façon, ils mettent des choses très concrètes. Voilà, donc je voulais souligner ce point parce que ça reste pour moi un outil essentiel qui doit être au cœur de nos stratégies pour garder le cap. Je peux rebondir et je vais assumer notre rôle ici qui est de faire de la veille, de la prospective et de l'innovation. Donc je souscris totalement à votre propos et je pense qu'elle est très intéressante aussi, la prospective, quand on est dans cette dynamique de dialectique constante entre une vision de moyen terme et puis les solutions qu'il convient de mettre en place dès à présent. Et c'est pour ça qu'ici on fait et de l'innovation de très court terme avec des startups et des entrepreneurs et de la prospective de moyen terme. Je rebondis également sur son point de moyen terme. C'est une vraie culture du groupe que je représente, qui est de se projeter sur des contrats de très très long terme, de plusieurs décennies parfois, et qui nous oblige aussi à remettre en question la façon dont on va apporter du service à nos clients sur la durée, parce qu'on est là sur la durée. Sinon, juste, j'ignorais qu'en France, on avait un problème avec la veille. Je découvre parce que nous, c'est juste un métier essentiel. Donc, c'est bon, c'est super important. Mais ce qui se passe, si je me permets de rebondir un peu, c'est qu'aussi ce qui s'est passé ces dernières années, et le mot de disruption, il porte ça aussi, c'est que c'est cool. C'est que tout d'un coup, je repense tout à l'heure au président, c'est que c'est vrai, au patron de vos grandes boîtes, c'est que ce qui était un peu nouveau, c'est que les petits sont devenus à la mode. Et ça, c'est assez nouveau. Donc ça a obligé aussi, en fait, ces grands un peu puissants de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire moi, justement, pour parler à ces jeunes gens qui sont au premier rang ? Et ça, c'était assez bouleversant. Et que du coup, c'est vrai que récemment, ce qui s'est passé pour moi, et ça a à peu près 1 an, avec des histoires, vous avez entendu parler de Theranos, vous avez vu ce qui s'est passé récemment sur WeWork, bien avant, ça a commencé avec Uber, on a eu aussi des startups qui étaient moins cool. Et du coup, il y a aussi un sujet, alors je poserai la question et votre question, elle veut aussi dire qu'il y a d'autres choses qui comptent qu'en fait, simplement de disrupter sans se poser de questions. Et puis qu'on a aussi, il y a du travail de fond à faire. Et c'est vrai que ça revient, nous on le voit, il y a des choses qu'on avait un peu oubliées parce qu'on voulait du résultat tout de suite, parce que pas bosser avec les startups, c'était forcément rater quelque chose. Et donc là, évidemment, on est dans des grands mouvements pendulaires, et on est allé très loin dans un sens, et on est un peu en train de revenir dans l'autre, et la raison est sans doute au milieu. C'est simple, hein, la raison est au milieu. Est-ce qu'il y a le temps pour une dernière question ? Vous avez le micro, je ne vais pas vous empêcher. Ce serait malvenu quand même. Est-ce qu'on en prend combien encore ? Avec des réponses courtes du coup. Monsieur, on a une. Est-ce qu'il y en a encore une dernière avant de... Ça a l'air très très bon ce qu'on va manger ici. Donc j'essaie de vous motiver aussi. Donc est-ce qu'on en prend combien encore ? 1, 2, 3 ? 3.
Donc, bonsoir à tous. Merci pour la très bonne présentation, pour le débat. Moi, j'ai une question sur la gestion du portefeuille d'innovation et des projets d'innovation. Vous représentez tous les deux des grands groupes. On sait très bien que vous avez probablement un certain nombre de business units avec des business installés, où il y a une notion de gérer de l'innovation incrémentale, de protéger un business, protéger un revenu. Et à côté de ça, la nécessité de se préparer à la disruption, de peut-être mettre en place des équipes spéciales sur ce type d'innovation-là. De ce qu'on peut voir, il y a un peu deux écoles de pensée qui s'affrontent, de mon point de vue. Il y a l'innovation duale, qui est de dire on gère l'innovation disruptive avec des profils particuliers, dans des équipes particulières, avec des timelines différentes, avec des KPI différents, on ne va pas leur demander la même chose que ceux qui gèrent le business installé, sur lequel on innove de manière incrémentale. Ça, c'est un premier modèle. Et il y a un deuxième modèle qui est le Lean Startup, où on dit les grands groupes doivent copier les startups, toutes les équipes doivent adopter la manière agile, lean, etc. Et voilà, je voulais vous entendre un petit peu là-dessus, sur ces deux modèles-là, et peut-être des modèles hybrides que vous avez mis en œuvre dans vos entreprises. Une bonne et longue, si vous me permettez, question. Est-ce que vous pouvez faire une bonne réponse, mais un peu courte? Très rapidement, il n'y a pas de modèle qui existe, donc on embarque l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des employés. Les startups ne peuvent pas nous apprendre à comment bosser, on leur apprend comment bosser, effectivement. Par contre, au début, effectivement, on ne savait pas trop comment leur parler, et maintenant, donc, ça va beaucoup mieux, et donc on a vraiment trouvé un terrain, je dirais, commun, sur lequel donc on apprend donc mutuellement l'un l'autre. Donc chacun donc a une ambition collective, de toute façon, donc des deux, c'est la partie line qui est trouvée. Et ensuite, de toute façon, nous, on doit également, non pas sur le modèle des startups, on doit donc accélérer nos développements de façon radicale, ça c'est clair. Donc tout à l'heure sur la flexibilité, il faut qu'on divise nos développements donc, par 2, par 3. Ça c'est si on veut être présent et donc répondre sans arrêt sur le marché. Réponse très rapide. Une première conviction, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation à faire à partir des expertises qu'on possède et à partir du contact à nos clients. Donc c'est important d'embarquer l'ensemble des entités pour se confronter. Deuxième élément de réponse, les innovations, elles sont très diverses. Ça peut être de la technologie, du business model, du service. Et donc il faut arriver dans un grand groupe à développer des outils, des moyens d'expression qui permettent de capter l'ensemble de ce type d'innovation. Et donc, à la fois du très disruptif, et il faut le penser plutôt, me semble-t-il, comme une palette d'outils pour répondre à ce sujet. Monsieur. Oui, une question courte pour une réponse courte. À Monsieur Hamon, sans SpaceX, est-ce que vous auriez aussi réduit les coûts de la fusée de 50%? Bon, déjà, il faut qu'on y arrive à 50% déjà. Écoutez, c'est une bonne question. Oui, mais beaucoup moins vite. Beaucoup moins vite. Donc, c'est la conduite du changement, hein, donc absolument, tout à fait. Mais 40 millions, 50 millions de dollars, ils perdent de l'argent, hein, c'est clair. Mais effectivement, c'est quand même très bien. Et ce que fait SpaceX, avec le soutien du gouvernement américain, est extraordinaire de toute façon. Ouais, je vais la faire courte. Bonsoir. Denis. Je porte un projet personnel. Cette question s'adresse aussi à Monsieur Hamon et elle est dans la continuité de la précédente. Vous parliez de la tension nécessaire pour réussir un changement réussi dans une organisation. Est-ce à dire qu'il faille être le plus près du mur possible? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la réussite du changement et l'imminence de la disruption, on peut dire? Disruption ou pas, de toute façon, donc lorsqu'on est face, lorsqu'on voit, il vaut mieux le voir donc longtemps avant, mais si on voit que dans 2 ans, dans 3 ans, on va être donc en dehors on va être à côté du vélo, quoi. Eh bien, effectivement, il faut conduire du changement, c'est long.
mais il faut, je dirais, donc remettre, je dirais, l'église, si je puis dire, au centre du village assez rapidement, donc ça c'est 18 mois, d'accord. Et puis après, ça se fait sur 4, 5, 6, 7, 8 ans, suivant l'ampleur, je dirais, du phénomène. Mais donc l'humain fait que donc, quand il est dans sa zone de confort, ben, il y a des personnes qui bougent. Les gens sont bien payés, ils ont leur bonus, machin, tout va bien, la voiture dehors, tout ça et tout, le bureau à 3 fenêtres, tout ça. Donc bon, voilà. C'était la dernière question? Ah non, allez, la dernière des dernières. Merci déjà de votre présentation. Moi, je voulais revenir sur le facteur économique, qui est pour moi très important, parce que la start-up, quand elle démarre, elle joue avec une balance entre une hypercroissance et sa rentabilité. Et en fait, elle prend le risque même de ne pas du tout être rentable pour mener à bien cette hypercroissance. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des piliers des gros groupes, dans ce manque de flexibilité par rapport aux start-up, et ce manque de prise de risque que vous avez mis en avant souvent, c'est aussi très lié finalement à son contexte économique et ses actionnaires et tous ces aspects-là économiques finalement? Oui, c'est certainement. Très rapidement. Nos grandes industries sont quand même des industries qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années parfois et qui ont su capter effectivement ces thématiques. On nous reprocherait dans un exercice de prospective de ne pas préparer un certain nombre de transitions qui sont devant nous. Et nos clients, nos actionnaires, le marché nous demandent aussi, même si on a un récurrent très installé, de pouvoir préparer les nouvelles offres, les nouveaux produits, les nouveaux marchés pour capter ces sujets. Donc on a aussi ce regard de notre écosystème d'investissement de clients qui nous demandent de l'innovation. Nos clients nous demandent de l'innovation. Il faut qu'on soit en capacité d'y répondre et pas se cacher derrière le fait qu'on est un grand groupe installé qui a développé de l'expertise et du récurrent. Non, on est tiré par nos marchés. Mais c'est aussi le rôle, il y a un rôle régalien de l'État, d'accord, et qui doit investir dans les pépites. Donc avec le président Macron, ça va beaucoup mieux, mais c'est quand même lent. C'est quand même assez lent. Et donc, une entreprise elle-même n'a pas vocation à investir en equity systématiquement. Elle peut le faire, donc il y a ses fonds, donc c'est ce que l'on fait déjà. Mais l'État a juste un rôle extrêmement important. Et la France est encore loin du vélo là-dessus. Puisque c'était la dernière question, je vais me permettre. Une start-up par rapport à un grand groupe, évidemment, elles ne partent pas à armes égales. Donc peut-être qu'on n'a pas assez développé, mais ce sera l'occasion d'un prochain numéro, en quoi justement les grands peuvent utiliser leurs avantages. Mais un des principes, déjà, c'est que la start-up, en général, les fondateurs, les équipes sont alignés sur un objectif. Quelqu'un qui porte un projet dans une grande entreprise, il fait ça, mais il peut faire autre chose. Je suppose que les grands programmes chez vous, on le fait, puis après ça, on passe à autre chose. La promotion est peut-être de faire ce projet, mais c'est aussi d'en sortir. Donc, alors qu'on joue sa vie, souvent dans une start-up. Et ensuite, de l'autre côté, c'est que dans une start-up, on ne vous vire pas quand vous ne faites pas votre business plan. C'est-à-dire que la réalité aussi des grandes entreprises qui présentent un projet, c'est qu'en général, elles doivent valider un business plan et qu'elles cherchent à le tenir, là où en fait le jeu de la start-up, c'est qu'elle pivote jusqu'à trouver son marché. Et ça, c'est fondamentalement différent. Et c'est très difficile à faire comprendre à ces grandes entreprises, justement, qu'il faut imaginer un système suffisamment laxe pour leur permettre de trouver en fait le bon endroit de la piste de décollage, parce que c'est rarement en fait ce qu'elles ont identifié au début. Et donc il y a ce système qui est très 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 déterministe, qui ne fonctionne pas en fait dans les modèles d'innovation tels qu'on les a connus jusqu'à maintenant, et contrairement à la prospective, même si on peut avoir raison sur le constat de départ. On passe au buffet. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.